Hello, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de mon podcast, Du miel dans tes oreilles. Bonne écoute. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 2 des témoignages de grossophobie médicale et je vais aussi vous partager mes témoignages à la fin, donc je vais pas faire durer plus longtemps. Excusez-moi, j'ai éternué hors micro évidemment. Je vais pas faire durer plus longtemps. Comme au premier épisode, je vais noter ce que j'ai à noter. Je vous donnerai, je vous ferai mon retour à la fin. L'épisode de la semaine prochaine parlera vraiment de pourquoi la grossophobie médicale tue. Je vais m'appuyer aussi sur vos témoignages pour étayer ce podcast. Je vais essayer de pas réagir au fur et à mesure et on va juste partir dans la lecture des témoignages. J'ai un petit peu mal à la gorge parce que j'enregistre le deuxième épisode juste après avoir enregistré le premier, donc ça fait beaucoup de blabla. Donc j'ai un petit peu mal à la gorge aux amygdales et tout d'avoir trop parlé, donc je vais essayer de faire un petit peu plus doucement. Bonjour Gabriel, je voudrais d'abord te remercier de nous permettre de nous exprimer et nous libérer sur ce sujet. Pour moi, tout a démarré lors de ma deuxième grossesse, j'avais déménagé, donc plus suivi dans le même hôpital que pour mon premier bébé. Dès le premier rendez-vous de suivi de grossesse, je me suis fait engueuler clairement par le gynécologue car il ne voyait rien en échographie normale sur le ventre à cause de, je cite, toute cette graisse. Il appuyait comme un bourrin sur mon ventre pour essayer de voir quelque chose, et comme c'était le tout début, il m'a dit au bout de 10 minutes « Bon, c'est un œuf, c'est sûr, maintenant, est-ce qu'il est vide ou pas, j'en sais rien, je peux rien voir, vous êtes trop grosse, on verra bien à la prochaine visite. » Je suis ressortie angoissée de me dire que c'était peut-être un œuf blanc, je n'attendais peut-être pas de bébé, puis ce fut les mêmes réflexions à chaque rendez-vous là-bas. J'ai décidé de changer de gynécologue car j'en avais marre, et quand j'ai expliqué au deuxième gynécologue la raison de mon souhait de changer, il m'a clairement dit « C'est pas en changeant de gynécologue que ça changera votre poids, vous êtes en obésité morbide madame. » Je faisais 120 kilos pour 1m65, oui, j'étais très grosse et je le savais déjà, je ne voyais pas l'intérêt de me le rabâcher encore, pour moi c'était de la pure méchanceté. J'ai terminé mon suivi tant bien que mal jusqu'à l'accouchement, avec une boule au ventre et des crises de larmes à chaque fois que j'en sortais. Depuis, je suis traumatisée du milieu médical à tel point que je refuse à mon mari d'essayer d'avoir un troisième enfant, juste pour ne plus subir ça encore une fois. Mon mari ne comprend pas vraiment, il me dit que c'est pas les médecins qui dirigent ma vie, facile à dire quand on n'a pas subi ça. Ça fait 4 ans que je fais de l'apnée du sommeil, à me réveiller chaque heure de la nuit, sans réellement dormir paisiblement, en tout cas pas de sommeil réparateur. J'ai clairement failli en mourir, car apnée du sommeil engendre une grosse fatigue, ainsi que somnolence dans la journée, donc au volant. J'ai fini une fois au talus et j'ai été une fois éclater le pneu de ma voiture car je m'étais endormie et j'ai tapé le trottoir. J'ai donc fini par aller voir un pneumologue car j'avais trop peur de tuer mes enfants à force de m'endormir au volant. Résultat des courses, apnée du sommeil sévère, 136 apnées par heure, la moyenne d'une apnée modérée est de 30 apnées par heure, j'ai pété les scores. Le pneumologue, lui, par contre, a été plus qu'adorable avec moi en m'expliquant que oui, c'était à cause de mon poids l'apnée, mais qu'il va m'aider à traiter tout ça et que j'irai beaucoup mieux car je dormirai mieux la nuit, etc., etc. Il m'a équipé d'une machine avec laquelle je dors pour traiter mon apnée et c'est top, mais il m'a quand même confié que les 4 années d'apnée ont dû mettre un sacré coup à mon cœur et qu'il fallait que je consulte un cardiologue d'urgence pour faire un bilan. Je n'ai à ce jour toujours pas pris de rendez-vous avec un cardiologue et je n'en prendrai pas, car je sais très bien que je vais repartir avec encore la boule au ventre et en pleurant, pour qu'on me dise encore une fois que je suis obèse, que c'est grave à mon âge de pas réagir et qu'il faut à tout prix me faire couper l'estomac si je ne veux pas crever dans 5 ans. Non merci, je n'irai pas. Pour clôturer mon témoignage, je tiens à préciser qu'à la fin de mon rendez-vous chez le pneumologue, je l'ai remercié de ne pas m'avoir jugé sur mon poids. Il m'a regardé avec des yeux énormes et m'a dit « Mais madame, mon but en tant que médecin, c'est de vous aider dans l'optique de vous soigner, pas de vous juger. » Je lui ai répondu « Non, ça c'est votre but à vous, monsieur, pas le but de tous les médecins, croyez-moi. » Il a eu cette petite grimace qui voulait dire « Eh oui, je sais que vous avez raison. » J'aimerais tellement qu'on n'ait plus besoin de remercier un médecin qui a juste fait correctement son travail. J'aimerais tellement que ça devienne normal de soigner les gens sans les juger. Ne plus avoir peur d'aller consulter un médecin parce que même avoir mal à la tête, il va te dire que c'est votre poids. Non, tous nos maux ne sont pas liés à notre poids. Bonjour Gabriel, comme promis, voici mon témoignage. Je vais essayer de le faire dans l'ordre chronologique. En 1997, j'ai 6 ans. Entretien avec le médecin scolaire, mon père et ma sœur gardée par mon père car malade. Le médecin me regarde, l'air dégoûté, et décrète sèchement que je n'ai pas besoin de goûter car je suis bien trop grosse, et donc interdit à mes parents de me fournir un goûter. Elle leur donne un plan pour me mettre au régime. Je n'ai donc plus rien dans le ventre à partir de mes 6 ans, de midi jusqu'à 19h. Aucun produit sucré à la maison, on compte le nombre de céréales que je mets dans mon lait ou la quantité de beurre que j'étale sur mon pain le matin. Je me souviens peu du reste, heureusement, ma sœur est toujours venue partager son goûter avec moi dans la cour de l'école. En 2002-2003, j'ai 11 ou 12 ans, ma mère m'emmène chez une diététicienne pour que je maigrisse. Celle-ci me demande la taille des assiettes que je mange et comment elles sont remplies. Je lui donne les images qui reflètent sincèrement ce que je pense, sachant que ce sont mes parents qui me font mes repas vu mon âge. Celle-ci me dit que je mens, car je ne peux pas faire ce poids-là en mangeant des assiettes standards. Mise au régime à nouveau et démarrage de la course à pied avec mon père, ce qui se sera révélé être un échec cuisant, tant lui et moi détestons cela.
2009-2010, j'ai 18 ou 19 ans, j'ai besoin du renouvellement de mon ordonnance de pilule, mais mon médecin est absent. Je prends rendez-vous avec l'autre médecin présent dans son cabinet. J'arrive, il me regarde de la tête aux pieds et il me sort. Ça fait longtemps que vous êtes comme ça, avec la pause et la moue dégoûtée de sa part. Je ne comprends pas immédiatement ce qu'il veut dire, et puis ça fait tilt. Mes poils se hérissent tellement je suis mal à l'aise et blessée. Je lui réponds oui, je suis en surpoids depuis mes 3 ans et au régime depuis mes 6 ans. Malgré tout ça, je n'ai jamais été mince. Et pourtant, je rêverais de retrouver le poids que je faisais à ce moment-là. Je n'étais pas mince du tout, mais je me sentais bien dans mon corps. Il me dit « Oh, mais arrêtez les boissons sucrées, c'est comme ça que vous perdrez du poids. » Je lui réponds que je n'en bois quasiment jamais car je n'aime pas ça, que je ne bois que de l'eau pour accompagner mes repas. Il ne me croit pas, et il hausse les sourcils. Il me croit pas. Il me dit « Vous devez être essoufflé dans les escaliers ». Je lui réponds que non, je monte régulièrement les 5 étages sans problème. Il ne me croit pas non plus. Il a failli refuser de me refaire l'ordonnance pour la pilule, soi-disant car je m'étais prise à la dernière minute. C'était par grossophobie pure et simple. Je suis ressortie en larmes de son cabinet tellement écœurée d'avoir été la cible d'un tel acharnement et d'une telle méchanceté. Je n'ai jamais vécu une consultation aussi humiliante. Depuis, j'angoisse avant de rencontrer un ou une nouvelle soignante, de peur de me retrouver à nouveau face à de tels mots et une telle attitude. Entre avril et septembre 2019, j'ai 27 ans. Je suis enceinte de mon fils. Ma grossesse se passe bien. Ma gynéco, qui ne m'avait jamais rien dit de déplacé auparavant, s'est mise à avoir une lubie sur le sucre, persuadée que je ferais un diabète gestationnel. Je n'avais soi-disant même pas le droit aux fruits, je ne l'ai pas écouté pour ça, aucun biscuit, aucune glace, rien de sucré. Finalement, je n'ai pas eu de diabète gestationnel malgré mon poids à 3 chiffres, comme quoi. Janvier 2020, j'ai 28 ans. J'ai accouché il y a 4 jours de mon fils par césarienne. Nous sommes encore à la clinique. Je me sens mal, j'ai d'un coup des plaques partout, les paupières qui triplent de volume, je fais une réaction à quelque chose mais on ne sait pas quoi. On me fait plein de tests, je vois une dizaine de patientes, de soignantes, en quelques heures, et l'une d'elles se permet de dire « À part son poids, la dame a eu d'autres problèmes ?» Elle dit ça à voix haute, devant moi, en faisant comme si je n'étais pas là, en parlant à une sage-femme qui s'occupe de moi depuis le début de la semaine. Il se trouve au final que j'ai fait une forte réaction allergique à l'anticoagulant qu'on m'a donné, ce qui n'a absolument aucun rapport avec mon poids. Encore une violence gratuite de plus dont je me serais bien passée vu mon état. Et à tout cela se rajoutent les innombrables fois où j'ai dû monter sur la balance alors que je consultais pour une pneumonie, une angine ou une gastro. Ça m'étonnerait qu'une patiente mince y ait le droit de manière aussi systématique. Malgré cela, j'ai la chance d'être maintenant suivie par une médecin très à l'écoute et assez déconstruite sur le sujet du poids, même s'il y a encore quelques détails pas bien maîtrisés. Et pendant ma grossesse, vu que la prise de poids était faible et que mes analyses ont été très bonnes, j'ai eu la chance qu'on ne m'ait pas embêtée à ce sujet, à part ma gynéco sur le sucre, et une fois le test de glucose fait, elle ne m'a plus rien dit. Bonjour Gabrielle, suite à ta story, voici mon témoignage. En ce qui me concerne, c'était ma gynécologue, une dame d'expérience qu'on m'avait beaucoup recommandée. La première fois ça a commencé par ma balance ne va pas au-dessus de 90 kg, alors on ne va pas pouvoir vous peser. La deuxième fois, elle a passé plus d'1 heure de rendez-vous à me donner des conseils diététiques. Ce que vous devez faire, c'est manger ceci, cela, et puis bon, faire attention à ça parce que blablabla. Et surtout, je ne peux pas faire de la marche parce que mes genoux ne vont pas le supporter. Et puis la natation, c'est bien, mais vous seriez trop impressionnante dans l'eau. La troisième fois, en palpant mon bas-ventre, elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas bien sentir ce qui se passe là-dessous parce que vous avez bien trop de gras. Puis elle m'a conseillé d'utiliser un traitement pour le diabète à titre expérimental parce que soi-disant il fait maigrir. En bref, je n'ai jamais pu aller la voir sans avoir une remarque qui me mette mal à l'aise, comme si se mettre à poil devant une inconnue n'était pas suffisant ou une remarque sur mon poids. Le pire, c'est que sur le plan purement gynécologique, elle était très bien. J'aurais juste préféré qu'elle se contente de se taire et qu'elle garde son avis pour elle. En plus, j'avais l'impression que le problème venait de moi parce que des copines allaient aussi chez elle et me disaient que j'abusais un peu parce qu'elle était super gentille. La preuve qu'on peut être gentil et penser qu'on donne des bons conseils, ça reste gossophobe malgré tout. Voilà, j'espère que ce témoignage te servira. Bonjour, j'ai vu votre vidéo qui cherchait des témoignages de femmes grosses qui ont vécu des violences médicales par rapport à leur poids. Je suis une d'entre elles. Je suis une jeune femme de 24 ans qui a eu 2 enfants et durant mes 2 suivis de grossesse, j'ai vécu du body shame, de la violence obstétricale à cause de mon poids. Lors de ma première grossesse, je faisais 240 livres. Tout au long de ma grossesse, mon médecin traitant me disait continuellement que je mettais la vie de mon bébé en danger avec mon obésité. Elle m'a fait faire près de 6 fois le test du diabète de grossesse parce que d'après elle, c'était pas normal d'être en surpoids comme ça, j'avais clairement quelque chose qui clochait, qui s'est avéré négatif à chaque fois. Bref, arrive le jour de l'accouchement, à 2 heures de route de chez moi, car dans mon village, il n'y a pas d'hôpital qui a l'équipement nécessaire, donc je rencontre une totale nouvelle équipe qui m'accompagne durant ce moment. À 2 heures de route, j'ai eu le droit au même genre de traitement. On m'a envoyée en césarienne d'urgence parce que j'étais trop grosse pour accoucher. J'ai vécu un postpartum horrible à cause de tous ces événements. J'étais tellement mal dans ma peau, je me sentais inutile et mauvaise de ne pas avoir pu donner vie à mon enfant naturellement. 6 mois plus tard, je tombais enceinte de mon 2e enfant. J'ai eu la trouille de prendre rendez-vous médical, tellement peur du jugement, du regard des médecins infirmiers. J'ai finalement pris mon courage à 2 mains, j'ai changé de médecin traitant.
Lors de notre première rencontre, avant même de parler de ma grossesse, je lui ai exposé la façon dont j'avais été traitée par ses collègues. Elle m'a alors documenté pour que je prenne connaissance de mes droits. J'ai eu un suivi plus serré pour mon deuxième enfant, comme c'était 2 grossesses rapprochées. Je devais me déplacer toutes les 2 semaines à l'hôpital où j'ai accouché la première fois pour avoir un suivi avec un gynécologue. Et c'est avec eux que j'ai dû apprendre à faire respecter mes droits parce qu'encore une fois, ils voulaient m'imposer la césarienne parce que j'avais un poids trop élevé. 20 livres de plus que ma première grossesse. Je vais me permettre de convertir parce que je pense que t'es pas française et nous, du coup, on sait pas ce que ça représente comme poids. Voilà, donc 240 livres, c'est à peu près 108 kilos. Donc sur la deuxième grossesse, 128 je crois. Donc elle avait un poids trop élevé et que les grossesses étaient rapprochées, j'ai dû me défendre verbalement contre 3 gynécologues différents en leur faisant comprendre que c'était mon choix et que s'il n'y avait aucune complication grave, je refusais qu'ils me fassent une intervention chirurgicale. On m'a ri au visage, on m'a dit que je souhaitais l'impossible, on m'a dit que j'allais mettre la vie de mon bébé en danger volontairement. Bref, j'ai quand même tenu mon bout, je voulais donner naissance naturellement, comme si j'allais être la première femme en surpoids qui allait réussir à accoucher naturellement. Le jour de l'accouchement est arrivé, j'ai dû obliger 2 infirmières à ne plus entrer dans ma chambre parce qu'elles essayaient de me convaincre d'abandonner mon plan d'accouchement, parce que je n'étais pas assez en forme et que c'était trop difficile pour une femme de mon envergure, elle cite, d'accoucher naturellement. Finalement, mon travail a duré 6 heures, l'a poussé 15 minutes. Le médecin qui m'accompagnait m'a félicité d'avoir réussi parce que statistiquement j'avais peu de chances de réussite. Bref, je suis sortie de la salle d'accouchement, je suis passée par le bureau des infirmières pour faire un beau doigt d'honneur aux infirmières qui m'avaient fait chier plus tôt. Mon postpartum fut tellement plus doux, c'est durant ce temps que j'ai trouvé ton contenu et le contenu d'autres femmes comme nous qui vivent de la grossophobie au quotidien. Grâce à toi et à vous, j'ai repris confiance en moi. J'ai recommencé à sortir de chez moi, à faire du sport malgré tous les jugements qui peuvent venir avec. J'ai décidé de profiter de ma vie et d'arrêter de m'arrêter au regard des autres parce que j'ai le droit d'exister et j'ai le droit d'être en santé, en surpoids. Merci de m'avoir ouvert les yeux et de m'avoir permis de m'accepter. Un océan nous sépare et tu as de l'impact juste ici. Merci Madame la Canadienne. Ça me désole de voir toute la hate que tu reçois sur les réseaux sociaux. J'espère que mon témoignage ça te fera du bien et qu'il te rappellera à quel point c'est important le contenu que tu partages. Merci beaucoup. Bonjour Gabrielle, je m'appelle Mathilda, j'ai 24 ans et je vais te raconter une expérience grossophobie médicale. J'étais enceinte de 7 mois et la gynéco devait me faire une écho pour voir bébé sur le ventre. Elle m'a dit je vais être obligée de passer par vaginal car tu es beaucoup trop grosse et on voit pas avec le gras que tu as et tu devrais perdre du poids. Deuxième expérience, donc 2 mois avant d'accoucher, je voulais me faire suivre dans une clinique et on me recale en me disant au-dessus de 80 kilos, on refuse, nous ne sommes pas là pour les femmes grosses. What the fuck? Comment ça tu refuses? Hello, voici mon témoignage. Voilà, je suis aide-soignante de métier et il y a 2 ans je suis tombée enceinte avec l'aide de ma diète et d'autres professionnels médicaux. On a surveillé ma grossesse car très compliquée et de plus je pesais 110 kilos. Tout se passe bien, je prenais du poids mais pas énormément, 2 kilos en 5 mois, et puis on m'a diagnostiqué un diabète de grossesse et j'ai enchaîné les problèmes. J'ai pris 17 kilos en tout pendant ma grossesse. J'ai dû voir le médecin gynéco en chef de mon hôpital et là, en espace d'1 heure, il m'a dégoûtée et choquée. J'arrive dans son bureau, j'ai eu le droit à un bonjour à peine audible, il me demande de me peser, 120 kilos affichés, et oui, j'ai dû rester alitée alors que je suis une personne très active de base. Là, il me demande si je fais attention à mon alimentation et du sport. Je lui explique que oui, mais que depuis quelque temps, je dois rester au repos. Il me regarde, ne dit rien et souffle. Ensuite, il me dit « Déshabillez-vous et allez sur la table d'examen ». Et là, le drame a vraiment commencé. Il appuie sur mon ventre comme un fou, alors que je lui ai dit à plusieurs reprises que la tête du bébé était trop basse et qu'il fallait prendre la sonde. Il m'a répondu « Non, c'est juste qu'il y a trop de gras ». Il a continué à appuyer même s'il me faisait mal, pour au final quand même prendre la sonde et l'insérer sans aucune délicatesse. Et pendant tout l'examen, il râlait, en me disant que ça serait plus facile si j'étais plus fine, que je tuais mon bébé car entre la prise de poids et le fait que je fumais encore 3 cigarettes par jour, c'était de ma faute si j'avais des soucis, alors que non, pas du tout, rien n'était lié. Enfin bref, il m'a montré mon fils en 3D, sans me le dire, j'étais sous le choc. Je m'y attendais pas encore, j'ai eu le droit à des remarques désobligeantes, puis il a fini son examen, m'a dit de remonter mon pantalon et de me débrouiller pour enlever tout le gel, j'en avais un peu partout, bien sûr il ne m'avait pas donné de papier. Je retourne à son bureau et là il ne m'a rien expliqué à part que je devais avoir un suivi plus poussé car beaucoup de problèmes et que je devais bouger plus, faire des efforts et surtout ne pas prendre de poids car j'étais assez en forme et qu'il n'y avait pas de raison que j'en prenne encore et en même temps me dire que je devais faire attention et pas trop bouger, aucune logique en soi. Je suis sortie de là-bas, j'étais sous le choc et malheureusement pour moi c'est lui qui a repris mon dossier et mes antécédents à risque, je n'ai pas pu changer de gynéco. Je suis retournée le voir avec mon conjoint qui lui aussi était sous le choc de son comportement envers moi. À savoir que c'était les infirmières qui m'avaient expliqué tous les problèmes et que quand je me suis fait hospitaliser 2 semaines après, c'était son interne qui s'est occupé de moi, car je cite, je n'ai pas le temps de gérer ce genre de personnes. J'ai accouché à 28 semaines d'un petit garçon, aujourd'hui c'est un petit garçon de 2 ans en parfaite santé. De tout ce que j'ai vécu, ce qui m'a le plus marqué, c'est lui et ses paroles blessantes, à savoir que ça fait des années que je me bats avec mes kilos en trop, avec une alimentation et du sport.
Après ma grossesse, j'étais anéantie, j'ai dû me reconstruire car ces paroles me tournaient encore dans la tête. Aujourd'hui, je me suis repris en main, sur les 128 kilos, j'ai réussi à descendre à 117, puis j'ai repris actuellement à 122, mais super bien entourée, encouragée, et surtout j'ai trouvé des personnes à l'écoute de mes besoins. Je peux officiellement dire qu'en 2025, je suis enfin prête pour me battre et me reprendre en main. Bonjour Gabrielle, ta story m'a motivée à écrire car ça me parle tellement. Il y a quelques années, j'ai eu un gynéco-homme qui m'annonce que j'ai le SOPK, que j'aurai des difficultés à tomber enceinte, mais que le jour où je voudrais un enfant, je pourrais être aidée par les traitements, etc. À l'époque, je n'en voulais pas, j'étais en couple depuis 6 mois et surtout en études. Je prends ma pilule sans l'oublier. Et 4 mois après, grosse douleur, règles hémorragiques, bref, urgence. J'apprends que je faisais une fausse couche naturelle. Donc je suis tombée enceinte en étant sous pilule alors qu'on m'avait mis en tête que j'aurais des difficultés. Alors je fais une pause dans le témoignage, je ne sais pas si ce sera dit dans la suite du témoignage, comme je vous ai dit, je n'ai pas encore lu les mails, mais sachez qu'au-delà de 80 kg, la pilule contraceptive est parfois pas efficace. La pilule contraceptive, elle est prévue pour les femmes minces, donc quand on fait un trop gros poids, parfois ça marche pas, et la pilule du lendemain aussi, sachez-le. Si vous avez besoin de prendre la pilule du lendemain, mais que vous faites plus de 80 kg, il y a des chances pour qu'elle ne fonctionne malheureusement pas. Voilà, je ferme ma parenthèse et je reprends le témoignage. Quelques mois après, autre consultation avec ce gynéco et je lui annonce fièrement que j'ai perdu 17 kilos. Et là, il me sort « Ah oui, et vous comptez les reprendre quand ?» Je n'ai rien osé répondre, j'ai retenu mes larmes, mais quand je suis sortie du cabinet, je me suis effondrée. Depuis, les années ont passé, j'ai changé de gynéco, je suis actuellement en parcours PMA avec une femme, j'appréhende chaque rendez-vous car le sujet du poids revient sur le tapis à chaque fois. Elle m'a prescrit de l'Ozempic pour perdre, mais je ne le supportais pas, l'impression d'être un rat de laboratoire parfois. On a fait plusieurs cycles de traitement et elle m'a reparlé du poids encore et encore. Tant que je n'ai pas perdu 15 kilos, je n'aurai pas le droit à la FIV. Alors ça, faudra que je fasse un épisode pour en parler, pour la gestion du poids et la PMA. Parce que oui, on ressent ça comme de la grossophobie, mais ça ne l'est pas forcément, mais ça je vous en parlerai dans un autre épisode je pense. Coucou, je viens t'apporter mon témoignage, j'ai 3 petites histoires qui ne sont vraiment pas longues et ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire non plus, mais si ça peut t'aider pour ton podcast, alors let's go. Il faut savoir qu'à ce moment je devais avoir 16-17 ans et j'ai été aux urgences sous les recommandations de mon médecin traitant pour un problème d'orteil. Je n'ai pas été prise en charge par les urgences, mais ils m'ont donné rendez-vous dans la soirée avec leur médecin généraliste. Une fois au rendez-vous, ce fameux médecin a remis tout le problème sur mon poids. À savoir que je faisais 1m55 pour 78 kg, donc pas réellement obèse, en léger surpoids mais sans plus. Il me dit, si vous perdez pas 40 kg, votre problème risque de s'arranger. Il m'a clairement dégoûté. 40 kg ? Mais le mec veut que tu pèses genre rien ? Bref, c'est pas le sujet. La deuxième histoire, c'était vers le même âge, mes parents ont divorcé et c'est quelque chose que j'ai hyper mal vécu. J'ai donc décidé d'aller parler à un psychologue de façon anonyme, j'y allais toutes les 2 semaines après les cours, et cette gentille petite psychologue insistait à chaque fin de séance en me demandant si je ne voulais pas réellement de rendez-vous avec leur nutritionniste. C'était avec une réelle insistance, et en ayant 16 ans, et faisant déjà un effort psychologique de me déplacer pour un problème, elle m'en a créé un autre, super douée la psychologue. Pour ma 3e histoire, j'avais 18 ans, toujours 1m55 pour 90 kg. Je décide d'aller chez le médecin parce que ça faisait quelques jours que je ressentais des douleurs et des pics au poumon, un symptôme peu banal et qui mérite tout de même de s'y intéresser un peu. Monsieur le docteur a également décidé de remettre le problème sur mon poids en me disant qu'il fallait que je perde, sinon je n'avais pas à me plaindre d'avoir mal au poumon. Il a eu énormément de chance que ces douleurs finissent par partir et qu'il ne se soit rien passé de grave. Effectivement, tu as eu de la chance. C'est pas lui qui a eu de la chance, c'est toi qui as eu de la chance que ça soit rien de grave. Coucou, je souhaite témoigner à ce sujet. 1. J'avais une prise de sang à faire à jeun pour un bilan de contrôle et l'infirmier qui me reçoit tente à plusieurs reprises de me piquer. Je lui avais donné le bras le plus facile à piquer car on me prenait toujours sur celui-ci. Et n'y arrivant pas, trouve rien de mieux de me dire « Ah, c'est normal mademoiselle, quand on est un peu grassouillette, c'est plus compliqué de piquer les veines. » Mais d'où tu me dis de bon matin, 7h15, que je suis grassouillette, qui t'a permis de juger mon physique. Du coup, j'ai enlevé le garrot, repris mon ordonnance et je suis partie dans un autre laboratoire. Slay girl, t'as raison. 2. Je suis allée chez SOS médecin dans ma ville car mon médecin traitant n'était pas disponible, j'avais très mal au dos, plus tard on m'a d'ailleurs diagnostiqué une saillie discale. Le médecin m'a dit que j'étais trop grosse, 1m65 pour 125 kg mais beaucoup de muscles car je suis sportive, il m'a prescrit du Doliprane, fin de l'histoire. 3. J'ai consulté un endocrinologue car j'ai un souci hormonal qui s'appelle l'hirsutisme, c'est une pousse anormale et massive de poils répartis selon un type masculin, buste, dos, ventre, visage et j'en passe. L'endocrinologue m'a demandé si j'avais des soucis alimentaires, TCA. Je lui ai répondu que non, que je mangeais équilibré à tous les repas, que je fais du sport. Elle me demande quand même de faire un bilan avec une diététicienne, et cette dernière me demande de lui décrire une journée type dans mon assiette. Ce à quoi elle répond, ce n'est pas vrai, vous mentez, si vous mangiez vraiment ça, vous ne seriez pas grosse à l'heure qu'il est. Malgré tout ça, j'ai encore foi en la médecine avec la nouvelle génération qui est beaucoup plus bienveillante, mais malheureusement, dès que je dois aller chez un nouveau spécialiste, je regarde s'il est bien noté les avis et je me documente avant de pousser la porte alors que je ne suis pas censée avoir à faire tout cela.
Bonjour Gabriel, tout d'abord merci pour ton contenu, je suis très peu sur les réseaux sociaux et je n'ai que Facebook et tu fais partie des rares comptes que je suis réellement, continue comme ça, t'es une vraie super nana. Maintenant voici mon témoignage qui, je l'espère, apportera matière à ton sujet. Voilà, j'ai toujours été grosse, je fais 110 kg pour 1m68 et franchement je pense que je suis née comme ça. J'en ai toujours eu rien à faire, mon poids ne m'a pas empêché de faire tout ce que j'avais envie de faire, je n'ai jamais subi de grossophobie, ni de la part de ma famille, ni de la part de mes amis, au contraire, j'ai toujours été très bien intégrée à n'importe quel groupe. Bref, tout ça pour te dire que jusqu'ici, je me suis toujours très bien sentie dans mon corps et dans ma tête, et c'était chouette. Septembre 2018, j'arrête ma pilule que je prenais depuis mes 16 ans. On était en vacances, je n'avais plus de plaquettes et pas l'ordonnance, donc bref, tant pis, ça fait déjà 3 ans que je suis avec mon chéri, je ne stresse pas et on se dit qu'on va passer à un autre moyen de contraception. Janvier 2019, toujours pas de règles et surtout des bouleversements énormes dans mon humeur. Je me mets à faire des crises de nerfs, je pleure tout le temps, j'ai mal aux ovaires, je dors mal. Bref, je prends rendez-vous chez mon médecin traitant, que j'avais pris par défaut parce qu'on venait d'arriver dans la région. Et là, les premières remarques ont commencé. Oh bah vous savez, avec votre poids, faut pas s'attendre à un cycle normal. Comme je n'obtiens rien avec elle, je vais voir une première gynéco. N'arrivant pas à avoir de rendez-vous nulle part, je le prends sur Doctolib, grave erreur. On devait être en mai ou en juin 2019, oui parce qu'on le sait bien que c'est long. Quand la gynéco m'a appelée en salle d'attente et m'a vue, elle a dit « Putain, j'avais pourtant dit sur Doctolib que je ne voulais pas de nouvelles patientes ». Elle m'a mise sur le fauteuil d'examen, m'a fait très mal lors de l'auscultation, j'ai un peu grimacé et m'a sorti « Bah avec toute la graisse, vous sentez quelque chose ?» Je ne savais absolument pas quoi répondre. Une fois rhabillée et à son bureau, quand je lui ai demandé un autre moyen de contraception que la pilule, elle m'a dit qu'elle avait autre chose à faire que m'expliquer, et quand je lui ai demandé si ce n'était pas inquiétant que mes règles étaient toujours pas revenues, elle m'a dit « Bah quand on est obèse, faut pas s'étonner ». Je suis sortie de ce rendez-vous, j'étais en pleurs. Quelques semaines après, je décide de reprendre rendez-vous chez mon médecin, je lui explique que je suis inquiète, que mes règles ne sont toujours pas revenues, et que je veux faire des examens plus poussés. Elle n'a pas voulu me prescrire une écho, elle m'a dit qu'il fallait que je trouve un gynéco qui le faisait. Je prends un nouveau rendez-vous chez un gynéco, cette fois pour novembre 2019. Celui-ci m'explique qu'il ne s'occupe que du suivi de grossesse normalement, mais qu'il va prendre le temps de m'ausculter. À l'échographie, il va alors suspecter un SOPK, il ne veut pas me prendre plus en charge. Je retourne donc cette fois chez mon médecin avec l'écho, je lui explique que le gynéco veut que je fasse des examens plus poussés pour confirmer ce diagnostic. Mon médecin me dira à ce moment-là, franchement, il abuse de me laisser le cas qui obèse. Après tous les examens de fait, je retourne donc la voir début 2020 cette fois. Je lui ai dit que j'ai bien le SOPK et que mon absence de règles ainsi que mes troubles de l'humeur ne sont pas dus à mon surpoids. Je lui demande si on peut faire quelque chose, et malheureusement, je sais que tu connais ça, rien ne pourra être fait. En 2021, je me marie, nous décidons tout de suite après de lancer le projet bébé. Je t'épargne toutes les étapes, mais en gros, après tous les examens de fait, le gynéco remplaçant du centre de PMA me dit que c'est bon, au prochain rendez-vous, j'ai mon traitement. Le fameux prochain rendez-vous arrive, c'était la gynéco titulaire qui me dit « Ah mais va falloir perdre au moins 40 kilos et après vous pourrez revenir me voir », alors que les 2 rendez-vous d'avant, on ne m'a jamais parlé de mon poids. Voilà pour la partie SOPK, maintenant le clou du spectacle. Début 2022, je tombe chez moi sur le genou et je sens que ça claque fort. Je mets de la glace, je me dis que ça va aller le lendemain pour aller travailler. Sauf que le lendemain, impossible de marcher correctement, ni même de débrayer le pick-up. Je reste à la maison et mon mari m'emmène voir le médecin le soir. Elle me met en arrêt jusqu'à la fin de la semaine et me donne au cas où une ordonnance pour faire une radio à faire dans une semaine si j'ai encore mal. Ayant encore bien mal, je fais cette fameuse radio où on ne voit rien. Quelques semaines passent et comme j'ai toujours bien mal et que je sens que ça me gêne, surtout quand je travaille sur chantier et souvent en montagne, donc j'ai l'habitude de beaucoup marcher, et là je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. Je retourne voir le médecin, elle me dit qu'il faut encore attendre. 2 mois après, rebelote, je vais la voir parce que j'ai vraiment trop mal. Elle me dit que ça ne sert à rien, sans même m'ausculter. Encore quelques semaines après, j'y retourne en pleurant, et là elle me fait me déshabiller, marcher devant elle, et elle me sort, avec toute la graisse qui pend, je ne vois rien. Elle me prescrit une IRM en me disant « De toute façon, à cause de vous, il y aura une place en moins pour un patient qui en aura vraiment besoin. Les rendez-vous sont tellement longs à prendre que vous l'annulerez puisque vous n'aurez plus mal. » Manque de peau pour elle, j'arrive à choper un rendez-vous presque 2 semaines après. À peine sortie de l'IRM, la radiologue est venue me voir en me disant que mon ménisque était plié en 2, fissuré et retourné. La suite, ça a été chirurgie en novembre 2022, 10 mois après ma chute. Le chirurgien était fou en voyant ça. Il n'a sauvé qu'une partie de mon ménisque car j'avais trop marché dessus comme ça. Pour lui, j'ai de grandes choses de faire de l'arthrose jeune à cause du retard de prise en charge. Il a écrit un courrier à mon médecin et elle ne s'est même pas excusée. Depuis, heureusement, j'ai changé de région et enfin de médecin. Hey, salut, j'espère que tu vas bien. Je me permets de t'envoyer ce mail pour apporter mon témoignage sur la grossophobie dans le milieu médical. J'ai commencé à prendre du poids vers mes 11 ans, dû à ma santé mentale assez chaotique. Pendant cette même année, je suis tombée gravement malade suite à une sortie scolaire. Quand je dis gravement malade, c'est que j'aurais pu mourir. Je rentre de voyage scolaire où j'ai été malade pendant 3 jours, on rentre, on va chez mon médecin qui était en vacances, donc c'était sa remplaçante. Elle me regarde à peine et déduit que j'ai chopé la gastro et me dit donc que dans 3 jours ça ira mieux.
Donc on rentre, et 3 jours passent. Je ne m'alimente plus du tout, je ne m'hydrate plus non plus. Ma mère appelle le médecin pour qu'il passe me voir, et pareil que la première fois, elle me regarde à peine et dit que c'est rien, juste une grippe, ça ira mieux dans quelques jours. Ça ne va pas mieux, je suis pliée de douleurs, impossible de marcher, des douleurs au ventre et au dos horribles, même atroces, surtout pour une gamine de 11 ans. On décide d'aller à l'hôpital, là vraiment horrible. On attend 15 ans, je pleure de douleur, je peux pas m'asseoir tellement j'ai mal. Le médecin nous prend, il m'appuie sur le ventre et rien d'autre. Diagnostic, crise d'adolescence, votre fille veut se faire remarquer et il faudra penser à lui faire perdre du poids. Ma mère a 2 doigts de se battre avec le médecin tellement choquée. On rentre à la maison et rien ne va plus. En une semaine, je perds 15 kilos, je ne mange plus. Je bois une gorgée, je vomis direct, les yeux injectés de sang, je ne tiens plus debout. Mon médecin rentre de vacances, ma mère me porte jusque là-bas pour qu'il puisse me voir. Il m'a vu dans la salle d'attente, il a dit à ma mère, partez à l'hôpital le plus vite possible, j'appelle, on vous réserve une chambre, etc. On va à un autre hôpital et du coup, prise d'urgence. Mon médecin s'est clairement déplacé pour venir me voir, radio, prise de sang et j'en passe, le verdict tombe. Votre fille a fait une infection du poumon droit, il est en train de mourir et l'infection commence à toucher le gauche. Votre fille serait restée quelques jours, voire quelques heures de plus chez vous, c'était fini. Comment te dire que du haut de mes 11 ans, j'ai été traumatisée à vie. Tout ça parce que les médecins me jugeaient trop grosse alors qu'en vrai j'étais dans la courbe. J'ai continué à perdre du poids, je fais 1m70, j'ai arrêté de grandir à 11 ans, vive les médocs pour couper les règles. Pour 40 kilos, j'étais considérée anorexique. En plus, à cause de cette infection, j'ai créé une espèce de phobie alimentaire. D'une part, car pendant 15 jours, j'ai entendu dire que j'étais trop grosse, et deuxièmement, car j'avais peur de vomir. Donc on m'a mis sous perfusion pendant une semaine, et ensuite on m'a dit il faut remanger et prendre les médocs en oral et reprendre du poids. On m'a gavé comme une oie pour Noël pour faire du foie gras. J'avais un petit déjeuner, une collation avant le repas de midi, puis le repas, puis un goûter, puis le repas du soir, puis une collation vers 22h, 23h. J'ai repris mon poids initial, je suis sortie avec rééducation, je devais apprendre à nouveau à respirer, etc. Sauf que j'ai continué à me gaver car j'ai pris cette habitude. Aujourd'hui j'ai 25 ans, je fais 120 kilos car je me suis gavée. Car je mange mes émotions et d'autres soucis. Mais j'ai une santé top, je marche beaucoup, je mange pas de fast-food H24, même rarement. Et dernièrement, je me suis fait une torsion du genou. Le médecin m'a fait faire une radio, mais le radiologue l'avait mal faite. Le médecin n'avait pas voulu la refaire. Elle m'a donné une ordonnance pour une attelle et des injections d'anticoagulants, car je cite, avec ton poids, l'attelle... Quoi ? Donc hop, injection. Ensuite, elle m'a fait une autre ordonnance pour un spécialiste du sport en me disant, premièrement, voir si ton genou se remet bien, et ensuite, tu en as bien besoin, faut faire attention à son corps. Voilà, j'ai plus l'attelle depuis 15 jours et je souffre dès que je dois marcher trop longtemps car elle n'a pas voulu me mettre du kiné ni refaire de radio, et du coup je reste comme ça car flemme d'aller voir un spécialiste du sport pour me faire traiter de grosse. Bonjour, voici mon témoignage. Cela date d'il y a 4-5 ans, mais ça m'est resté. Début janvier, j'arrête la pilule, une qui arrêtait les règles. Les 2 premiers mois, toujours pas de retour de règles, je m'inquiète pas, mon corps a besoin de temps. Début du 4e mois, je vais chez mon médecin car cela commence à m'inquiéter. Il m'envoie chez un gynécologue. Jour du rendez-vous, rien d'anormal à l'examen, mais un gynécologue froid, hautain, brut. Il me prescrit une prise de sang hormonale au cas où. L'examen fini, on sort du cabinet, et en plein dans le couloir, devant les autres patientes, faudra quand même perdre du poids, c'est sûr que ça vient de là, parce que quand même... Je devais faire dans les 75 kilos. Je me suis sentie extrêmement gênée et honteuse, en pleurs dans la voiture. Au final, il y avait bien un souci médical, une tumeur bénigne à l'hypophyse découverte avec la prise de sang et l'IRM. J'ai énormément eu de mal à refaire confiance à un gynécologue quand je suis tombée enceinte en 2021. Merci d'oser parler de la grossophobie médicale. Si ma famille ne m'avait pas forcée à faire cette prise de sang, je ne l'aurais sûrement pas faite cette prise de sang et ça aurait traîné pendant un moment. Bonjour Gabrielle, voici mon témoignage. Ayant une hypothyroïdie, plus le SOPK, plus de l'endométriose, je suis rondelette, car j'ai perdu 50 kilos avec la stabilisation du traitement thyroïde. Bref. Pour comprendre, j'ai passé environ 10 ans avec une douleur de sciatique tous les mois. Un Doliprane, que des étirements, ça ira mieux apparemment. Sauf que, janvier 2023, je me réveille paralysée du bassin, aux orteils côté droit. Je refuse l'opération pour chercher un bon chirurgien pour éviter de finir paralysée à vie pour 2 grosses hernies discales car je n'avais que 26 ans. On me bloque 3 vertèbres entre elles, vis, vérin, cale, etc. Plus j'ai un départ d'une 3e hernie mais trop petite pour être opérée. Bref, rééducation, blablabla, je paye 2000 € que l'opération. Le but de l'histoire est là. Septembre 2024, j'ai mal. On m'annonce que la 3e hernie discale au-dessus du matériel est devenue énorme. Je vais voir le chirurgien qui m'a opéré. J'ai perdu 10 kilos encore. Bref, il me sort. Faut m'écrire, madame, normal que vous ayez mal. Si vous voulez, à côté de mon cabinet, il y a un centre pour faire un bypass. Revenez me voir quand vous aurez perdu 50 kilos. Je lui rappelle que j'ai perdu 10 kilos depuis la première opération, que j'ai des soucis d'hormones, etc. Et il me dit, faut arrêter de vous voiler la face, mettez-y du vôtre, faites le bypass et revenez me voir. Donc là, j'ai une nouvelle hernie discale invalidante au-dessus de mes 3 vertèbres bloquées qui m'empêche de vivre comme je veux, et le seul conseil c'est maigrir alors que je me bats littéralement contre mon corps.
Dieu merci, j'ai trouvé une médecin qui comprend et m'a trouvé un rendez-vous en centre antidouleur très rapidement, plus fait passer plein d'examens pour essayer de comprendre, etc. Depuis ce rendez-vous, j'ai quasiment perdu la sensation de faim, toute confiance en moi. Heureusement que mon conjoint est présent et comprend. Je n'ai pas le droit à la MDPH, 3 demandes faites en 2 ans. Étant hyperactif, je me retrouve bloqué dans mon corps sans pouvoir travailler car la douleur est intense. Si tu as besoin de photos ou autre, j'ai même l'audio sur mon répondeur de l'assistante de mon chirurgien qui dit que je n'ai pas besoin de kiné mais juste de maigrir. Quel enfer! Alors tout d'abord, bonjour et merci pour tout ce que tu fais comme contenu. Tes vidéos ont grandement amélioré mon rapport au corps. Sur ce, je m'appelle Camille, je suis une femme cis de bientôt 30 ans, origine sociale plutôt pauvre et de campagne. La grossophobie, je connais. Déjà enfant, j'étais cette petite fille ronde et potelée. Le généraliste familial a recommandé pour la première fois de me mettre au régime à 6 ans, alors qu'en regardant mes anciennes photos, j'avais juste des joues et un ventre d'enfant, quoi. Une fois la puberté, là j'ai pris du poids, effectivement. Un bonheur au collège et au lycée, mais encore plus quand plusieurs gynécologues ont au mieux refusé de me mettre sous contraception, au pire tout simplement refusé de me prendre comme patiente, et en regroupant des témoignages, des on-dit, en parlant avec des secrétaires, plusieurs fois des femmes grosses sont sorties en pleurant de chez eux. S'en est suivi plusieurs galères médicales pendant des années. À force, on se construit une carapace, on en vient à faire de l'autodérision, un poil trop méchante, on va de moins en moins se soigner. Mais le pompon sur la Garonne de la grossophobie médicale, c'est quand je me suis ramassée par terre en plein milieu d'une soirée, fatiguée, plus alcool, ne buvez pas. Craque au genou droit, direction les urgences, on me fout sous attelle et béquille pour une entorse du genou. Ça arrive à tout le monde, mince ou gros. Je pesais environ 95 kg à ce moment-là. Déjà, j'ai dû passer des moments humiliants devant plusieurs soignants pour essayer mes attelles jusqu'à trouver la bonne, mais j'ai peu de souvenirs, c'était mon fiancé qui me l'a raconté. Ensuite, j'ai vite découvert que les béquilles classiques ne sont pas du tout faites pour les personnes grosses, du coup j'ai dû louer un fauteuil roulant pour alterner et me soulager. Mais le pire dans cette histoire, c'est que je me suis rendu compte que je marchais toujours mal après plusieurs mois. Mon genou se dérobait assez souvent. J'ai dû insister auprès de mon généraliste de l'époque pour faire des examens plus poussés. Pour lui, je devais juste faire du sport et maigrir. Après IRM, oh c'est bizarre, j'ai une grosse rupture des ligaments du genou. Du coup, je repense à mon passage aux urgences, où j'avais déjà passé une IRM, mais où on m'a juste diag une entorse. Mais le pire du pire qui m'a achevé dans cette période et qui était pour moi très compliqué mentalement et physiquement, je me retrouve à ne plus pouvoir bouger comme avant, profiter de mes proches, etc. Mon généraliste me déconseille, non, m'interdit l'opération pour les ligaments croisés, car, vous comprenez, on le fait que pour les bons sujets, pas les personnes âgées ou en surpoids comme vous. Que je devais passer des mois et des mois de rééducation chez un kiné, que tous les kinés n'ont pas de matos pour les cas comme moi. Autant te dire que j'étais à bout mentalement. Cette période n'a fait que raviver des troubles du comportement alimentaire qui n'étaient pas vraiment partis. J'ai pu parler avec plusieurs personnes qui ont eu la même blessure que moi ou qui taffent dans la médecine. Résultat, mon ancien généraliste a dit des conneries, j'aurais pu me faire opérer. Du coup, découragée, je n'ai pas eu la force d'entamer un nouveau parcours médical, opération ou kiné, je n'en avais pas la force mentale. On parle pas assez de la charge mentale d'être gros, de devoir tout prévoir, faire 3 fois plus pour 3 fois moins de résultats. Mais surtout, j'ai développé une putain de phobie médicale. Ça fait 5 ans que cette histoire de genou a eu lieu, et je repousse au max d'aller chez un médecin. Je dois trouver un nouveau généraliste car j'ai changé de ville et je redoute déjà. Et ma santé, bon, avec le temps, je remarche plus ou moins normalement, mais je sens que ma jambe est différente. Je ne peux plus sauter ou courir, fini les courses avec mes nièces. Cet épisode de ma vie m'a fait prendre du poids, bien sûr. Quand le mental et le physique ne vont pas bien, ça se ressent. Du coup, la boucle de la grossophobie ne fait que continuer, et ce n'est que maintenant que j'essaye, avec l'aide de mon fiancé et d'une assistante, de me refaire un parcours de santé digne de ce nom, même si des fois c'est difficile. Qui sait, peut-être que dans 5 ou 10 ans, je referai un témoignage pour dire que mon genou est enfin guéri. Je te le souhaite. Je te souhaite d'accéder à un bon traitement médical. Coucou, j'espère que tu vas bien, je te joins mon témoignage juste là, j'espère que ça te servira. Grossophobie médicale, 1 an d'errance qui aurait pu me coûter la vie. En septembre 2020, j'ai 27 ans. Je viens d'accoucher de mon fils quand apparaissent mes premiers symptômes. Douleur abdominale, glaire dans les selles, envie pressante d'aller aux toilettes. Je consulte un gastro-entérologue qui me prescrit une coloscopie, mais la préparation est insuffisante et l'examen incomplet. Malgré cela, il me dit qu'il n'y a rien d'inquiétant. Pendant 1 an, mes symptômes persistent et s'aggravent. Sang dans les selles, douleur, fatigue extrême. Mon médecin généraliste met ça sur le compte d'hémorroïdes post-accouchement et balaie mes inquiétudes. Pourtant, en cherchant sur internet, les mêmes mots reviennent sans cesse. Rectocolite hémorragique, maladie de Crohn. Mais quand j'en parle au médecin, il rit presque. Ce sont des maladies qui font maigrir, vous ne pouvez pas avoir ça. À l'époque, je pèse 105 kilos. En septembre 2021, je reprends le travail à 600 km de chez moi, seule avec mon bébé. Mon état empire, je perds du sang au niveau du rectum en permanence. Je souffre, je commence même à ressentir des douleurs vaginales. Un médecin me demande avec sérieux si je suis sûre de ne pas avoir mes règles. Vraiment. Fin novembre, une douleur atroce me plie en deux.
Pensant à une pancréatite, j'appelle SOS médecin. J'évoque tous mes symptômes, mais on s'arrête sur ma suspicion de pancréatite et on me prescrit une prise de sang qui revient négative. Pourtant, je vais de plus en plus mal. Je finis par comprendre que je n'ai plus le choix, il faut que j'aille aux urgences. Mon mari fait 600 km pour s'occuper de notre fils pendant que je m'y rends, seule, en voiture. À mon arrivée, un interne minimise mon état. Tout le monde a déjà eu du sang dans les selles. Il me répète que ce sont sûrement des hémorroïdes, que je n'ai pas l'air d'une urgence. Quand je mentionne la maladie de Crohn et la rectocolite, il me répond encore « Vous seriez maigre si c'était ça ». Je pesais alors 86 kilos, j'avais perdu près de 20 kilos sans m'en rendre compte. On me laisse dans un couloir sur un brancard, dans le passage des ambulanciers. La porte claque toutes les 5 minutes, l'air glacé me transperce. Je reste là de 19h30 à 6h du matin. Au matin, on finit par me faire un scanner. Le verdict est brutal. Mon côlon entier est rongé par la maladie, proche de la perforation. On me transfère en gastro-entérologie, et là on m'annonce que j'ai une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, entre parenthèses MICI. Probablement une rectocolite hémorragique. Je suis en état de grande dénutrition. Mon sang est vide de fer, de vitamines, de minéraux essentiels. Mon cœur bat à 120 pulsations par minute alors que je suis allongée. J'ai mis 1 an à être diagnostiquée, 1 an à souffrir et à être ignorée, à voir mes symptômes minimisés. Pourquoi ? Parce que j'étais trop grosse pour être malade. Et le plus terrible, c'est que ça ne s'est pas arrêté là. À cause de la maladie et des traitements, mon poids a beaucoup fluctué. Je suis descendue jusqu'à 65 kilos. Je suis au plus bas et le constat est sans appel. Je suis toujours mieux prise en charge quand je fais moins de 75 kilos. À chaque fois que mon poids est descendu sous les 70 kilos, j'ai remarqué que l'écoute, la prise au sérieux et la qualité du soin étaient bien meilleures que lorsque je pesais plus. La grossophobie médicale n'était pas la seule barrière pour moi, car au-delà d'être une femme grosse, j'ai aussi le tort d'être une femme racisée, et ça, dans le milieu médical, c'est une double peine. Aujourd'hui, les traitements sont difficiles à supporter, le diagnostic est tombé trop tard, laissant la maladie ravager mon corps, et j'en paierai le prix à vie. Bonjour, je te contacte suite à ta vidéo d'hier concernant les médecins et la grossophobie. Je te fais le topo. Moi, 40 ans, 1m63, 100 kg, côté maladie, SOPK, des règles une fois tous les... En parcours PMA et ma gynéco PMA, mais par contre, madame, niveau poids, vous devriez faire quelque chose quand même. Bref, je finis par avoir une intervention parce que j'avais l'endomètre trop épais, où on m'annonce « Madame, vous avez un cancer de l'endomètre ». Comment ça, pardon ? Eh bien madame, on ne sait pas quoi vous dire, à votre âge, sans aucun symptôme, on ne sait pas. Du coup, urgence de m'envoyer ailleurs. Le premier gynéco, vu, bien sûr, première question, vous faites quel poids ? Et bien sûr, on enchaîne avec le « il faudrait perdre du poids, madame », et bim, prends ça dans la tête. On t'annonce que tu as un cancer à 40 ans et que tu auras sûrement jamais d'enfant du coup, mais pense à maigrir quand même. Suite à ça, traitement hormonothérapie qui t'achève clairement au niveau physique et moral, tu passes tes journées à dormir et quand tu es réveillé, tu fais 5 mètres, tu t'étouffes. Tu expliques ça au chirurgien qui te dit que non, ça ne vient pas du traitement, plutôt de ton poids. Sauf que non, ok, monter des escaliers j'ai du mal, mais faire 5 mètres jusqu'à la salle d'attente et ne plus pouvoir respirer, non. Bref, on s'en fout, on continue le traitement, de toute façon, vous êtes un cas exceptionnel, on n'a rien d'autre madame. 2 interventions chirurgicales plus tard, les résultats tombent. Madame, les résultats sont toujours mauvais, aucune évolution, 11 tumeurs. Et sinon, niveau poids, vous en êtes où ? Bah écoutez, toujours pareil, je prends pas mais je perds pas. Par contre, je voulais vous dire que concernant la respiration, j'ai regardé les notices des traitements et c'est inscrit que ça peut arriver, ce qui fait sourire les médecins. Et je vous informe aussi que les traitements que vous m'avez donnés ne sont pas compatibles, c'est aussi sur les notices. Et là, rien, aucune réaction. Il enchaîne en me disant qu'il faudrait que je perde du poids, que bon, ça pourrait aider pour le cancer. Alors là, j'ai vrillé. Comment ça peut aider pour le cancer ? Bah oui, madame, on vous l'a dit. Mais non, vous ne me l'avez pas dit. Vous m'avez juste dit que ce serait bien de maigrir pour que je me sente mieux. Mais merde ! Et vous me dites ça maintenant au bout de 3 mois de traitement, en sachant qu'il ne me reste plus que 2 mois pour espérer que mon traitement finisse par agir, sinon je serais stérilisée avec mon rêve de bébé. Là, la gynéco se met au milieu en me disant, si elle me l'a dit. Heureusement, mon conjoint était là en disant que non, personne n'a dit que ça aiderait au cancer. Je suis sortie de là-bas, je hurlais et je pleurais. Il me reste 2 mois pour perdre au moins 10 kilos. Alors je dis pas que tout est de leur faute, peut-être que pour eux c'était évident, mais je ne suis pas médecin et si on ne me le dit pas, comment je fais pour le savoir ? Quand on en a toujours plus subi de la grossophobie médicale, ou que tu as un ongle cassé ou un cancer, tout est bien sûr dû à ton poids. Je suis furieuse et dégoûtée, tout ce temps j'ai perdu, plus le fait que je risque d'être stérilisée alors que j'aurais peut-être pu changer quelque chose. Aujourd'hui, le moral n'y est plus, certains jours je ne mange plus, je fais du sport malgré la sous-alimentation, parce que oui, j'ai fait le choix de sacrifier mon corps quelque part pour maigrir, malgré le fait que pareil, on te dise de faire attention à bien manger avec la cancer, blablabla, mais tu dois perdre un maximum de poids en 2 mois. Enfin voilà, je suis désolée du roman, mais voilà une partie de ma vie, de grosse, avec 2 saloperies de maladies qui me condamnent moralement et physiquement, avec des médecins qui n'ont ni les capacités médicales ni morales. Bonjour Gabrielle. Alors mon témoignage parlera de violences médicales que j'ai vécues avec une femme gynécologue. Il faut savoir que j'ai un SOPK diagnostiqué depuis mes 18 ans et que c'est arrivé à mes 23-24 ans je pense. Avec mon SOPK, j'ai des règles très aléatoires et quand je les ai, je perds énormément de sang, mais vraiment beaucoup.
Ici, mon gynécologue de base n'était pas disponible, et ma meilleure amie de l'époque m'a conseillé cette gynécologue près de chez moi, qui peut me prendre d'urgence, car cette fois c'était pire que d'habitude. On était encore à la sortie de la période Covid, donc mon mari m'accompagne. Déjà, sur le pas de la porte, il se fait recaler, et elle lui dit « Est-ce qu'elle est enceinte, même si j'en doute, ou est-ce qu'elle a le cancer ?» Mon mari répond donc que non, elle lui dit que sa présence n'étant en aucun cas nécessaire, il devrait attendre dans la voiture. Déjà là, ça a mis un froid. Soit, je rentre dans son cabinet, j'essaye d'expliquer mon cas, et là elle me coupe net en me tendant une brochure qui s'intitulait « Pourquoi les grosses ne devraient pas avoir d'enfants naturellement ?» Sachant que je n'étais pas venue dans le but de débuter un quelconque parcours ou autre, c'était juste pur et gratuit. What the fuck? Là, elle me crie dessus que si j'ai un cancer des ovaires ou col de l'utérus, ce sera entièrement de ma faute à cause de mon train de vie déluré, que je devrais donner du mien pour me bouger, que c'est à cause des femmes comme moi que le monde tourne mal, qu'heureusement que je ne suis pas enceinte ni maman, sinon l'enfant perdrait sa maman jeune, et quel destin pour cet enfant. Je suis restée là, tétanisée, alors que j'ai un tempérament à répondre directement de base et ne pas me laisser faire. Là, j'étais isolée, seule, maltraitée, jugée, et au final, mon problème n'était même pas réglé. Comme la bonne poire que j'étais et sous le choc, j'ai quand même payé ma séance et je suis sortie de là en pleurs, en crise de pleurs immense. Mon mari m'a vue et a directement compris qu'il s'était passé quelque chose, je lui ai expliqué. Il s'est directement levé pour taper à sa porte et elle n'a jamais voulu ouvrir. Avec du recul, j'aurais dû porter plainte à l'ordre des médecins, mais j'ai mis des mois à m'en remettre, j'ai toujours eu confiance en moi, à me foutre du regard des autres, et depuis ce jour-là, je me sens épiée et jugée. Encore aujourd'hui, t'écrire ces quelques lignes, ça me fait mal au cœur, mais elles doivent être reconnues. Les violences en général ne doivent pas être, mais les violences grossophobes en plus du reste, ça peut briser quelqu'un. Et dans ce cas de la gynécologue, faire ça d'une femme à une autre, c'est honteux. Je ne suis jamais retournée chez une gynécologue femme, et le jour où j'ai été confrontée aux urgences pour le même problème, j'ai eu une crise de panique. Mais quelle horreur! Salut Gabriel, j'espère que tu vas bien. Suite à ta story, je me permets de t'écrire sur mon expérience grossophobe dans le milieu médical. Pour te mettre dans le contexte, c'était il y a environ 6 ans. J'étais à cette époque en obésité morbide, 1m70 pour 125 kg. J'étais avec mon ex et nous essayions d'avoir un second enfant. Ayant arrêté la pilule, j'ai été 2 ans sans règles. Après plusieurs examens, ma sage-femme m'annonce que je souffre du SOPK. Un suivi diététique est donc mis en place et celle-ci me conseille de me rapprocher d'un centre d'aide à la procréation. Pas de souci avec la diététicienne, elle a été très à l'écoute et m'a fait un rééquilibrage alimentaire au top. Mais pour la femme avec qui j'ai eu un rendez-vous dans le centre d'aide à la procréation, cela a été autre chose. Elle me reçoit, déjà en retard, bon ça en soi, ne s'excuse pas et est très désagréable dans son ton. J'avais l'impression que je lui faisais perdre son temps. Elle me demande où est monsieur et je lui dis qu'il n'est pas avec moi. Elle me répond très froidement comment on fait pour savoir si c'est vous ou monsieur qui ne fonctionne pas correctement. Je lui explique du coup que nous avons déjà eu un enfant et que suite à l'annonce du SOPK, depuis presque 2 ans je n'ai plus de règles et qu'actuellement je vois une diététicienne. Ce à quoi elle me répond en me dévisageant de la tête aux pieds « Ouais, enfin, le SOPK, c'est plus le pot de Nutella qu'il faudra arrêter de s'enfiler. » J'ai été tellement choquée qu'à part lui répondre que non, ça n'avait strictement rien à voir et qu'au contraire, je ne suis pas ce genre de personne à manger tout et n'importe quoi, j'ai vraiment un problème hormonal qui a été diagnostiqué. Elle s'est impatientée, m'a demandé de me lever pour m'ausculter, taille, poids, etc., etc. Une fois terminée, elle me dit d'un air grave « Vous vous rendez compte que vous êtes en obésité morbide, avant de vouloir faire un enfant, il faudrait penser à maigrir. Hors de question que je vous êtes dans cet état, il y a trop de risques pour vous et votre enfant durant la grossesse. Perdez au moins 10 kilos, ça c'est déjà plus réalisable. Revenez me voir comment ce sera fait et avec monsieur cette fois-ci. » Je n'ai rien osé dire, je suis restée dans un silence pesant en évitant d'éclater un sanglot devant cette conne. Malheureusement, une fois dans la voiture, j'ai pleuré à chaudes larmes. Maintenant, je ne suis plus avec monsieur depuis 3 ans, nous n'avons pas eu de second enfant, j'ai toujours une estime de moi très basse, même si j'ai perdu beaucoup de poids. Depuis ce rendez-vous, manger est devenu très compliqué, je culpabilise H24, je saoule mon entourage quand ils me disent que j'ai minci en leur répondant « bah non, je le vois pas », ou quand je suis avec mon nouveau compagnon en lui disant tous les jours que je suis moche, grosse et que je ne comprends pas comment il peut être avec moi ou même avoir de rapports sexuels avec moi. Je complexe tellement sur mon physique. Il n'y a pas un seul jour où je n'attrape pas le ventre en le levant et en me disant « ouais, sans ça, je serais tellement mieux ». Enfin, beaucoup trop de choses à écrire ici, mais tout ça pour dire que déjà être grosse, c'est un combat de tous les jours, mais alors si en plus le corps médical ne nous aide pas... Bonjour Gabriel, merci pour tout ce que tu fais, tu m'aides vraiment à me sentir mieux. Le thème de la grossophobie médicale me touche beaucoup depuis mon adolescence et en fait je suis concernée. Je vais avoir 48 ans. À l'adolescence, mon médecin me croyait dépressive à cause de mon poids, alors que je le supportais très bien. Un nutritionniste m'a accusé de me goinfrer au distributeur de sucreries du lycée car je ne perdais pas de poids avec son régime. Pendant mes grossesses, le gynécologue m'a conseillé de diviser mes assiettes par 2 afin de ne pas grossir et de perdre du poids. Pour lui, je n'avais pas une morphologie de grosse, car mes seins n'étaient pas gros, je suppose, car mes dons n'étaient pas gros. J'ai eu un anneau à l'estomac retiré en urgence après l'intervention. Le chirurgien me dit « Vous ne pouvez pas rester comme ça » en me jaugeant de haut en bas.
mais une erreur grossophobe a failli me coûter la vie. Il y a 6 ans, je consulte mon médecin, ayant des gros symptômes assimilés à un diabète. Soif intense, amaigrissement, troubles de la vue, urine fréquente, malaise. Il me prescrit un bilan sanguin et en déduit un diabète de type 2. Me traite par metformine et me demande de faire un régime index glycémique bas. L'enfer commence. Surveiller l'alimentation alors que je mangeais déjà très peu, sleeve, les effets secondaires de la metformine. 15 jours plus tard, impossible de me lever. Toutes mes forces m'ont lâché. On m'emmène aux urgences en me portant. J'étais en coma diabétique, en acidocétose, car malgré ce que mon poids laissait entrevoir, je suis atteinte d'un diabète de type 1, qui est une maladie auto-immune, rien à voir avec mon poids ni avec mon alimentation. Je suis passée près de la catastrophe. Aujourd'hui, je prends de l'insuline pour vivre, mais mon entourage assimile le diabète à mon obésité, même si je crie haut et fort que ce n'est pas de ma faute. Le diabète de type 2 non plus, bien sûr. Que c'est une maladie auto-immune. Même certains médecins ou infirmières ne comprennent pas la nuance et c'est grave. Waouh, la violence. On arrive au dernier témoignage et après je vous raconterai les miens. Salut Gabriel, je voulais témoigner de ce que les personnes grosses peuvent vivre dans le milieu médical et plus particulièrement avec les médecins. J'ai toujours été grosse et lors de ma grossesse, j'ai fait face à une violence médicale que je n'aurais jamais imaginée. Nous sommes fin 2021, je suis enceinte de 7 mois et demi et j'entame mon suivi de fin de grossesse à l'hôpital où j'accoucherai. À cause des restrictions sanitaires liées au Covid, je dois me rendre seule à chaque rendez-vous. Les tests réalisés par mon gynécologue avaient confirmé que je ne faisais pas de diabète gestationnel, résultat à l'appui. Pourtant, lors d'un rendez-vous, une sage-femme, sans même tenir compte de ces résultats, m'a prescrit des stylos d'insuline et imposé un suivi strict de ma glycémie avec 3 piqûres par jour. Sa justification, vous êtes grosse, donc vous faites du diabète. Comme ce diagnostic erroné était posé, j'ai dû me rendre chaque semaine à l'hôpital pour un monitoring et un test urinaire. Tous normaux évidemment, puisque je n'étais pas diabétique. Pendant une dizaine de jours, j'ai scrupuleusement suivi le protocole en contrôlant ma glycémie, qui était systématiquement dans les normes. Convaincue que quelque chose ne tournait pas rond, j'ai arrêté ce suivi inutile. Puis vient le rendez-vous avec l'anesthésiste. Une amie qui venait d'accoucher m'avait rassurée. Ne t'inquiète pas, ça dure 10 minutes, le médecin pose quelques questions et c'est terminé. Je me rends donc au rendez-vous sans stress. On m'appelle, je rentre dans le bureau d'une femme âgée, blonde. Elle ne lève même pas les yeux de son ordinateur et me laisse debout. Madame XXX, oui, bonjour. Toujours sans me regarder, elle enchaîne. À part l'obésité morbide, vous avez d'autres maladies ? Je suis choquée. Instinctivement, je m'assois sans y être invitée et réponds interloquée. Non, je ne suis pas malade. Elle lève enfin les yeux, me regarde de haut en bas et me demande combien d'étages je peux monter sans être essoufflée. Déconcertée, je lui réponds que je n'en ai aucune idée, que je n'ai jamais compté. Oui, vu votre poids, vous ne prenez pas les escaliers. Je commence à vouloir me justifier, mais je suis fatiguée. Fatiguée de cette fin de grossesse, de ces rendez-vous médicaux inutiles, du fait d'y aller seule, de l'angoisse du Covid. Elle me coupe et me demande si j'ai des allergies. Je lui indique que je suis allergique à la pénicilline. Elle souffle et répond sèchement non. Comment ça non ? Excusez-moi, je coupe, mais comment ça non ? Je suis allergique aux cacahuètes, non. T'es allergique à la pénicilline, comment ça non ? À cet instant, je comprends. Pour elle, je suis qu'une personne grosse en mauvaise santé, je n'ai pas voix au chapitre. Je n'existe pas en dehors de mon poids. J'insiste pour qu'elle note mon allergie dans mon dossier. Elle pianote sur son clavier, mais je n'ai aucune certitude qu'elle l'ait vraiment fait. Tellement inquiète qu'elle ait ignoré cette information, j'ai dû répéter mon allergie à l'équipe médicale environ 36 fois le jour de mon accouchement. Elle me parle ensuite de la péridurale et me demande de faire le dos rond pour voir si c'est possible. Elle s'exclame « Oh, vous y arrivez, d'habitude les gros ont du mal !» Je ne réponds pas, puis elle ajoute « Avec tout le gras que vous avez dans le dos, on ne vous fera certainement pas la péridurale, ça ne fonctionnera pas, ne comptez pas trop dessus. » Et elle conclut, toujours en tapant sur son ordinateur « À mon avis, vous allez bien sortir pour la sortir, vous n'en ferez qu'un. » Avant même que j'aie le temps de réagir, elle enchaîne avec une autre question comme si de rien n'était. « Pourquoi vous faites des enfants alors que vous êtes dans cet état-là » Interloquée, je demande « Pardon ?»« Bah oui, votre état, c'est quoi l'intérêt de vouloir faire un orphelin à 10 ans ? À 40 ans, vous êtes morte, je ne comprends pas. Soignez-vous, prenez soin de vous avant de vouloir prendre soin de quelqu'un d'autre. Tout ça pour faire naître un enfant qui sera malade comme vous. » Je suis figée, incapable de parler, je pleure en silence. Elle me prescrit une 4e échographie, en plus des 3 obligatoires, sous prétexte que vous êtes plus grosse donc vous aurez un gros bébé, il fera plus de 4 kilos, on prévoit une césarienne, ce sera plus simple. Pourtant, à la 3e échographie, ma fille était estimée à 3,6 kg. Finalement, elle est née à 3,6 kg. Lors de mon accouchement, cet anesthésiste n'était pas là, mais son discours me hantait. J'avais honte d'être là, honte de demander la péridurale, persuadée qu'on allait me la refuser. Heureusement, ce jour-là, une autre anesthésiste était présente, douce, bienveillante. Elle m'a rassurée et m'a posé la péridurale sans difficulté. Je lui ai même raconté mon rendez-vous cauchemardesque avec sa collègue.
Elle a été d'une patience incroyable, elle est restée avec moi un long moment et m'a même apporté quelques chocolats, j'ai accouché à la période de Noël. Je ne la remercierai jamais assez car sans elle je serais restée prisonnière des mots de cette femme. Aujourd'hui ma fille a 3 ans. Pourtant, en y repensant, j'ai encore cette boule au ventre. Cette expérience m'a marquée, au point que j'ai du mal à consulter un médecin que je ne connais pas, de peur de revivre la même violence. La grossophobie médicale est terrible. Elle peut blesser, anéantir, faire douter et même tuer. Je suis grosse, ma santé est bonne, ma fille est en pleine forme et a un poids tout à fait normal pour son âge. Merci Gabrielle de donner la parole à des témoignages comme le mien. Ouah, c'était le dernier, je vous jure les gars, je suis en train de chialer carrément. Genre, comment est-ce qu'on peut être aussi violent? Comment est-ce qu'on peut dire des choses aussi horribles? Comment est-ce qu'on peut faire 10 à 15 ans d'études pour dire des choses aussi affreuses? Genre, je savais que ce serait un épisode qui serait pas facile à faire, parce que bon, je savais que j'aurais des témoignages affreux, mais... Waouh, vraiment, on laisse mourir les patients gros, quoi. On leur dit qu'ils vont mourir, on les écoute pas. Là, j'ai noté au moins 4 fois refus de prise en charge. Violence, incohérence dans le discours, refus de prise en charge, accusation de mensonge, retard de diagnostic égale séquelles, retard de diagnostic égale séquelles, retard de diagnostic égale séquelles, erreur de diagnostic égale risque de mort, acharnement, obligation de césarienne, proposition de traitement miracle, mais... Waouh! Waouh, c'est d'une violence. Je m'attendais très honnêtement pas à ce que ça me retourne autant. Je vous jure que là, je suis premier degré terrorisée à l'idée d'avoir un jour un enfant. Genre, moi je peux pas... Waouh, je vais accoucher à la maison, je vais voir aucun gynéco pendant 9 mois. Non, c'est pas la bonne chose à faire. Mais vous voyez, moi j'en suis là, genre j'ai jamais été enceinte. J'essaye, et j'en suis au point où là, la première pensée qui me vient, c'est au pire. Au pire, on n'est pas obligé de faire des échographies et d'accoucher à l'hôpital, quoi. Bah ouais, mais si, tu devrais, Gabrielle, parce que c'est là pour te soigner, quoi. Mais il y a une part de moi qui est en mode, non, mais au pire, on demande pas au médecin et puis ça va bien se passer, quoi. C'est hardcore. C'est hyper hardcore. Moi, j'ai eu plusieurs expériences, j'en ai eu 3 qui m'ont vraiment marquée. La première, c'était chez mon premier endocrinologue, que j'avais été voir. Parce que donc je faisais à l'époque, je sais pas, on était en 2016, 2017 je crois, je faisais genre 80 kilos, 70 kilos, un truc comme ça, et j'avais demandé à ma mère d'aller voir une nutritionniste, parce que je grossissais sans savoir pourquoi. Et ma médecin traitant a dit non, n'allez pas voir une nutritionniste, allez voir une endocrinologue. Donc on va voir un endocrino, et le gars me fait son régime à la con, me fait sa prise de sang, machin... On y retourne à la prise de sang suivante, on voit bien, après les résultats de la prise de sang, on y retourne, on voit bien qu'il y a un problème à la prise de sang, tu vois, on diagnostique la thyroïdite d'Hashimoto. Donc on voit qu'il y a un problème hormonal, hein. Le gars me dit de continuer à suivre le régime, machin. Je le fais, je vous jure, trauma, je vois ma mère compter les grammes de pâtes, acheter des portions individuelles de camembert pour que j'ai mes 30 grammes de camembert au repas et pas plus, machin, vraiment un calvaire. Et j'y retourne, donc un mois après, j'avais pris encore 10 kilos en un mois, tu vois. Et le gars me dit, c'est pas possible, vous suivez pas le régime. Ah bah alors là, ma belle, s'il y a bien un régime que j'ai suivi dans ma vie, c'est celui-ci, quoi. Je l'ai suivi à fond de balle, hein. Parce qu'à l'époque, je voulais pas grossir, hein. Vraiment, c'était terrible pour moi. Et le gars me dit que je mens. Donc j'y retourne plus. Je vais voir une autre endocrino, la seule autre endocrinologue de Metz qui voulait bien voir des enfants, parce qu'à l'époque, j'étais pas encore majeure, qui me dit qu'elle peut rien faire pour moi et que de toute façon j'ai de la chance parce que je suis harmonieuse, je suis grosse du bas. Oh bah merci ma belle, heureusement que t'es là. Ensuite, je crois que le pire truc, c'était en 2019, le 20 ou le 19 février 2019, on venait de se paxer avec Julien. Donc le matin, on était à la mairie pour se paxer et à 13h ou 14h, je sais pas, j'avais rendez-vous chez le gynéco. Parce que j'avais arrêté la pilule, qu'au bout d'un an, sans que les règles soient revenues, j'avais été voir une sage-femme, qui m'avait dit, bah là, je peux rien faire de plus, faut que vous ayez voir une échographie, enfin bref. J'ai fait plusieurs échographies, dont des échographies qui se sont mal passées, pour au final me dire, bon vas-y, je vais prendre rendez-vous avec le premier gynéco qui est dispo sur Doctolib, j'en ai marre de pas réussir à avoir une échographie, machin. Donc je vais à ce fameux rendez-vous gynéco pour savoir pourquoi j'ai pas mes règles, tu vois. J'y vais, j'arrive, il me fait l'échographie, bon je vous passe le moment où il me touche les seins de manière hyper cringe, bref, il me fait l'échographie, et à la fin, j'étais encore nue, hein. Il me regarde, il me dit, bon c'est bon, je sais ce que vous avez, je vais pas vous embêter à faire plus d'examens et tout.
Ah putain, moi je suis trop contente. Je me dis, bah nickel, c'est bon, genre je suis là pour ça, tu vois. Qu'est-ce que j'ai? Oh bah vous êtes juste grosse. Voilà. Voilà, ça m'a un petit peu gâché ma journée de Pax quand même. Je vous avoue que du coup, de cette journée où je me suis paxée avec Julien et de la soirée qu'on a passée après, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Tout ça pour qu'au final, plus tard, je revoie ma sage-femme qui me dise d'aller chez un autre médecin qu'elle connaisse, machin, et qu'on diagnostique le SOPK qui était la raison pour laquelle j'avais pas mes règles. Et là, dernièrement, j'ai été chez l'endocrinologue parce que, vas-y, en février l'année dernière, il y a un an, j'ai vu une sage-femme et elle m'a dit que ce serait quand même bien de retourner voir un endocrino, surtout que je voulais aller voir un gynéco en PMA. Donc avant d'aller voir le gynéco en PMA, vas-y Gabrielle, va voir un endocrino, tu vois. Ça fait depuis 2017 que t'as pas été, meuf. Ok, pas de soucis, je prends rendez-vous chez l'endocrinologue et tout, j'y vais. Oh mais quel enfer! Quel enfer! Franchement, faut que je regarde si j'ai enregistré et si j'ai encore les enregistrements de la comment ça s'appelle? De la consultation, parce que vraiment... Et vous savez quoi, je m'en bats les couilles, j'essaye même pas de remplacer sa voix, je m'en branle. Je sais pas si vous avez entendu quelque chose, très honnêtement. Ça prendre du poids assez facilement parce qu'on fait de la résistance à l'insuline. Et le traitement numéro 1, c'est l'activité physique et l'alimentation équilibrée. Je ne sais pas si c'est déjà le cas. Bah, je fais du sport depuis toujours. Ouais, enfin, j'ai toujours fait du sport, j'ai toujours fait attention à ce que je mangeais. Quand j'avais été voir un endocrino en 2016, le premier, j'avais suivi le régime à la lettre, je faisais 4 à 5 heures de sport par semaine et j'ai pris 10 kilos en un mois. Donc, le poids a été à combien en 2016? je sais pas combien je faisais à l'époque, 70. D'accord. 70 kilos. Vous avez pris pas mal de poids entre temps? Bah là, je suis à 125. Et donc, si l'alimentation est équilibrée à l'activité régulière, pourquoi vous avez pris du poids? Et je vous jure, je sais pas si vous avez entendu, mais la meuf me dit, si l'alimentation est équilibrée et que vous avez une activité sportive régulière, pourquoi vous avez pris du poids? Waouh, je viens de la réentendre, je viens de me remettre en colère dans ma tête carrément, mais pardon? En général, on prend du poids quand il y a une explication. En général, on prend du poids quand il y a une explication. La meuf était en train de me dire qu'il n'y avait pas de raison à ce que je prenne du poids. Alors que meuf, t'es endocrinologue. Je viens te voir parce que j'ai le SOPK, que j'ai une thyroïdite d'Hashimoto. Littéralement 2 maladies qui font prendre du poids. Que je suis sous traitement. Que je te dis que depuis 2017, j'ai essayé de perdre du poids et que j'en prends, peu importe ce que je fais. Quand on prend du poids, c'est qu'il y a une raison. Ouah les gars, je vous jure, ça m'a retendu de entendre ça. Genre carrément, j'étais estomaquée, j'ai pas su quoi répondre. On prend du poids quand il y a une explication. Après, il y a eu les traitements, il y a eu la thyroïde qui n'était pas réglée pendant un moment. Il y a eu des traitements pour quoi donc? Bah, la thyroïde. Avant, je prenais les Levothyrox à cette époque-là. J'ai pris le Tical seulement en 2021. Et le Levothyrox, ça vous a fait prendre du poids? Bah, je sais pas, mais en tout cas, à la période où j'ai commencé le Levothyrox, j'ai pris 30 kilos, je suis montée jusqu'à 200 Levothyrox. Ça, c'était quand? En 2017, 2018. J'ai continué à prendre du poids, j'étais en Levothyrox, j'ai été jusqu'à 200, je crois, et j'étais toujours à 12 ou 14 de TSH. Donc, on a eu du mal à équilibrer votre thyroïde? Oui. Donc pour vous, ça peut être ça? Bah, je pense. À partir de 2017. Donc pour vous, ça peut être ça? Mais je sais pas, ma belle, c'est toi le médecin. Mais en fait, je cherche le moment. J'ai 34 minutes d'enregistrement, tu vois, je veux pas tout vous faire écouter. Mais il y a un moment où elle insistait en mode mais vous grignotez beaucoup? Non, je grignote pas. Bah si, on grossit pas de nulle part. Faut que je retrouve ce moment, mais vraiment, les gars, mais oh mon dieu! Oh mon dieu, il y a tout qui m'énerve. Donc là, elle me dit qu'en gros, jusqu'à 2021, j'ai pris du poids. Ok, j'ai pris du poids jusqu'à 2021. Vous avez pris une trentaine de kilos, on arrive à ça. Oui. Qu'est-ce qui a fait que vous preniez 20 kilos après? Ça, j'en sais rien. Je vous jure, j'étais tellement énervée, genre, j'entends que j'étais insupportable. La meuf, elle me regarde, elle me fait, qu'est-ce qui fait que vous avez pris 20 kilos? Mais je sais pas, ma belle, c'est ton travail, en fait. C'est toi qui gères ça. Ouah, c'est en train de m'énerver de réécouter ça. Qu'est-ce qui a pris que vous avez pris 20 kilos? C'est ton taf, ma chérie. Voilà. Oh, je vous jure, j'étais grave insolente, hein. C'est une question que vous vous posez? Non. C'est pas normal de prendre 20 kilos sans raison. Ça s'est fait progressivement ou brutalement? Bah, ça dépend ce qu'on appelle progressif ou brutal, quoi. Progressif, on va dire que c'est 10 kilos par an, et brutal, c'est 10 kilos en 3 mois, quoi. Non, il y a eu des périodes où c'est 10 kilos en un mois.
Quand j'ai vu la première fois que j'ai vu l'endocrinologue en 2016, le mois suivant, je suis retournée, j'avais pris 10 kilos. En un mois, j'étais passée de 70, 80 à 80. Je sais plus exactement combien je faisais, je parle de ça, c'était en 2016, ça date, et j'étais déjà à 80. Ah, au secours, j'ai envie d'aller à son bureau et de la gifler quand j'écoute. Sans aucune raison. D'accord. C'est très étonnant. Je vous jure, je vais arrêter parce que c'est en train de me tendre le « Qu'est-ce que vous mangez ?» Eh ma belle, je vais manger tes morts, c'est tout ce que je vais faire. Je vais arrêter d'écouter parce que je vais me tendre. Je suis déjà tendue. Voilà, donc ça c'est ma dernière expérience grossophobe avec cette pute d'endocrinologue. Mais je vous jure qu'elle a pas arrêté. Mais vous grignotez beaucoup entre les repas ? Moi, non, je grignote pas. Mais vous êtes sûr que vous grignotez pas ? Bah non, mais le coup du 10 kilos sans raison, c'est étonnant. Ouah, j'ai... ça y est, ça m'a gonflé. Oh, j'étais triste d'avoir écouté les témoignages, enfin d'avoir lu les témoignages, mais là, ça y est, je suis énervée, j'ai envie de me fight. Donc, à chaque fois, j'enregistre mes rendez-vous avec des nouveaux praticiens pour que, si jamais ce soit vraiment trop hardcore, je puisse porter plainte, ne serait-ce que, même si je peux pas utiliser la preuve parce que c'est pas recevable, hein, j'ai pas le droit d'avoir utilisé l'enregistrement, j'ai pas le droit d'avoir enregistré, techniquement. Mais en même temps, elle n'a pas le droit d'être grossophobe non plus. Mais au moins, ça me permet de me souvenir exactement de ce qui a été dit pour que si j'ai besoin de faire une lettre à l'ordre des médecins, on ne puisse pas dire après que c'est l'émotion qui a pris le dessus, que j'ai aggravé le truc, que j'ai une mauvaise mémoire, blablabla, parce que c'est le cas, j'ai une mauvaise mémoire. Je me souvenais même plus qu'elle m'avait dit ça. Parce que sinon, après, on dit que voilà, tu extrapoles, etc., etc. Écoutez, je vais arrêter là-dessus pour ce soir. J'ai fini les témoignages, les miens aussi. Fort heureusement, je n'ai jamais risqué de mourir à cause de mon poids. Alors on a mis beaucoup de temps à me diagnostiquer aussi la fibromyalgie, parce que bien sûr on m'a souvent dit que j'étais juste trop grosse, mais en vrai ça a été. Mon médecin a quand même été assez à l'écoute, ça a été très long, parce que la fibromyalgie c'est quelque chose qui est long à diagnostiquer, mais ça n'a pas été intrinsèquement grossophobe. Je vous prépare un autre épisode sur pourquoi est-ce que la grossophobie médicale tue. Courage à vous toutes. Courage à tout le monde, ne vous laissez pas faire, vraiment. Je vous jure que quand j'écoute l'enregistrement, j'entends à quel point j'étais sur les nerfs, j'avais envie de partir, puis en même temps, ça faisait 6 mois que j'attendais le rendez-vous, tu vois, mais... Oh, la colère. Voilà, ne vous laissez pas faire, vraiment, mais dites-leur, genre... Moi, je l'ai pas fait, parce que j'ai un peu peur de l'autorité, t'as vu ? Mais vraiment, genre, si vous avez les couilles de dire au médecin de fermer sa gueule, faites-le. Moi, mais à un moment, quand elle me dit quoi ? Elle me dit de prendre le Wegovy ou un autre truc comme ça qui va arriver sur le marché, c'est miraculeux, ça fait maigrir. Je dis je veux pas maigrir. Ah bon, vous voulez pas maigrir mais il suffit de mettre 200 € par mois. Je dis mais je vais archi pas mettre 200 € par mois pour maigrir en fait. Ah bon, bah je comprends pas cette pute là. Pardon, cet endocrino en fait, endocrino juste. Juste ça c'est une insulte, endocrino ma belle. Et évidemment, à la fin, elle a voulu me peser parce que c'était pas possible. Le poids que je lui annonçais ne lui convenait pas, elle voulait quand même vérifier. Mais dommage, sa balance, elle était en panne. Allez, je vous fais des bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour le podcast qui explique pourquoi la grossophobie médicale tue. Ça va encore être une vraie partie de plaisir. Bisous tout le monde, merci pour vos témoignages, merci pour la contribution à ce podcast. Courage à toutes. Si vous avez besoin d'en parler, envoyez-moi un message, vraiment, il n'y a pas de souci. Vous savez que je suis toujours disponible là-dessus. Et je vous dis à bientôt.